On a un Ah, document qui est à la base une formation de 26 pages à l'animation des ateliers, enfin, le fonctionnement que nous, on préconise pour les ateliers qui peuvent fonctionner en ligne ou en présentiel. Et dans l'objectif du festival Nexus, là, je me suis dit, pour pouvoir filer le document aux gens et en parler à des gens sans qu'ils aient à plancher sur 26 pages, faire une version extrêmement minimaliste avec le cœur de ce qu'on propose. Donc, c'est une méthode qui est issue de la sociocratie et de l'holacratie, c'est un peu un mélange, et avec une petite adaptation à notre sauce. D'ailleurs, ça me fait toujours rigoler ce principe, c'est que la sociocratie, qui est donc une méthode d'organisation collective, dont fait partie la recherche du consentement, ça c'est juste une méthode de délibération, c'est pour prendre une décision sans avoir à passer par un vote. Le principe de base de la sociocratie, c'est comme le rite constituant, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement qui permet aux gens qui passent par ce fonctionnement de modifier le fonctionnement. C'est-à-dire que c'est la clé, c'est le modèle de base, mais dans les groupes que je connais qui pratiquent la sociocratie, en fait, il n'y en a aucun qui, au long terme, l'applique à la lettre. Chacun fait des modifications du fonctionnement. Le seul principe, si on veut rester logique, c'est qu'il faut utiliser le premier fonctionnant pour modifier le fonctionnement afin d'utiliser plus tard l'autre fonctionnement. Donc, c'est une espèce de fonctionnement itératif comme ça, sachant que nous, dans nos ateliers en ligne, j'explique même plus la procédure aux gens dans les ateliers de Mumble Constituant. Ils débarquent, on les met dans le bain et ça se fait naturellement, parce qu'en fait, c'est une méthode très naturelle. Mais c'est très naturel dans notre vie de tous les jours. Je vais expliquer en quoi c'est naturel. Mais lorsqu'il s'agit de prendre une décision en mode sérieux, en collectif, les gens sortent de la méthode naturelle et se mettent à faire des propositions et à dire qui est d'accord avec moi, non, moi je suis pas d'accord, alors vous, vous êtes combien, vous êtes majoritaire, donc c'est nous qui décidons. Alors que dans la vie de tous les jours, quand il s'agit de savoir ce qu'on mange, généralement on ne fait pas un vote. Généralement, on est sur des méthodes qui sont beaucoup plus simples et logiques. Donc là, pour parler de ce document, donc de toute façon, je l'ai mis en ligne pour les gens qui veulent aller voir ça. Donc, la recherche du consentement, pour lire un petit peu les quelques phrases qu'on a gardées, ça va vite fait quand même. La recherche du consentement consiste à rechercher des désaccords sur une proposition afin de traiter une à une les objections argumentées et d'améliorer ainsi collaborativement la proposition initiale. On s'efforce de reformuler les objections de sorte à faire émerger les conditions du consentement. C'est-à-dire qu'on part avec un « je suis pas d'accord », ensuite on part sur un « je suis pas d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord ?» et ensuite, sous quelles conditions tu pourrais être d'accord. Et on parle souvent de l'objection, c'est quand tu ne peux pas vivre avec. Ça ne veut pas dire le truc n'est pas parfait, parce qu'on s'en fout que les choses soient parfaites. Ce qui compte, c'est juste, est-ce que pour toi c'est dramatique? Et donc, l'idée, ça va être de trouver les conditions avec lesquelles tu pourrais vivre avec la proposition. Et à partir du moment où tout le monde peut vivre avec, on la valide. C'est ce qu'on appelle en informatique le baby step, la méthode itérative dite en français des petits pas. On est là pour faire un petit pas ensemble. On n'est pas là pour faire le pas de géant. On n'est pas là pour écrire la constitution parfaite dans le cas d'un atelier. On est là pour travailler ensemble et avancer. Et donc, dans la recherche du consentement, les objections argumentées ne sont plus des obstacles à la prise de décision collective, elles sont une condition nécessaire à sa mise en œuvre, une force pour bonifier les propositions. Les propositions initiales ne sont pas forcément parfaites, mais deviennent satisfaisantes grâce à la participation de tous. La principale différence de la recherche du consentement, généralement, on l'oppose à la recherche du consensus. La recherche du consensus, c'est quand on cherche à créer des majorités, potentiellement jusqu'à l'unanimité, alors qu'ici, la démarche, c'est l'inverse. On ne va pas demander qui est d'accord et combien vous êtes à être d'accord. On s'en fout complètement. On va demander qui est en désaccord, pourquoi et dans quelles conditions il pourrait devenir d'accord. Donc, c'est une méthode qui est en fait assez logique parce que quand quelqu'un propose quelque chose, généralement, il est libre de faire cette chose, sauf s'il y a quelqu'un qui va dire ah non, moi, c'est pas possible.
Donc après, je pourrais faire la formation et l'histoire de la glace au complet, mais juste pour la résumer, entre quelqu'un qui préfère la glace au chocolat à la glace à la vanille et quelqu'un qui ne peut pas la glace au chocolat parce qu'il est allergique au chocolat, le pauvre, bah là, lui, il a une objection forte. Il ne peut pas vivre avec. Alors que la préférence entre chocolat et vanille, on peut se débrouiller. Mais donc, il y a vraiment cette idée il y a des priorités dans les désaccords. Il y a des désaccords qui font que entre celui qui préférait la fraise et celui qui ne peut pas le chocolat, et voire même qui il peut être allergique à la fraise aussi, pourquoi pas, bah, du coup, on va partir sur de la vanille. Enfin, c'est vraiment cette histoire on va essayer d'arranger celui que ça dérange le plus. Et donc, pour parler du côté naturel, donc là, il y a 4 colonnes sur ce schéma. Le facilitateur, le secrétaire et les participants, dont le participant proposeur qui va prendre un rôle particulier. Et donc, la première colonne, le facilitateur, explique les étapes. Et donc, l'étape, déjà, c'est on part d'une proposition, tout ce qui est de plus naturel. Les 3 étapes centrales qu'il faut avoir en tête et qu'il faut arriver à manipuler, c'est pas forcément simple, même si souvent, quand on fait la formation, les gens disent qu'ils ont compris. En fait, ils ont théoriquement compris. Et quand il s'agit de passer à la pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais la théorie est très simple. 3 étapes, clarification, réaction, objection. La clarification, ça part juste du principe que tant que tout le monde n'a pas compris de quoi on est en train de parler, donc en l'occurrence ici d'une proposition, ça ne sert à rien de continuer. On va perdre du temps, on va perdre la personne, elle va se retrouver larguée. Donc étape 1, on s'assure que c'est clair pour tout le monde. Une fois que c'est clair pour tout le monde, on propose à tout le monde de réagir. Une réaction, c'est un avis que l'on ne va pas prendre en compte dans notre logique d'élaboration, mais ça va pouvoir avoir un impact quand même. C'est-à-dire que premièrement, la réaction, c'est un moment où on vide son sac. C'est-à-dire que si on ne vidait pas son sac au moment des réactions, il y a plein de gens qui vont arriver avec le besoin de formuler une objection au moment de l'objection. Alors que, comme j'ai dit, l'objection, c'est une objection très forte. C'est « je ne peux pas vivre avec ». Et donc, pour que tout le monde n'ait pas l'impression qu'il ne peut pas vivre avec quelque chose, on va d'abord laisser chacun s'exprimer sans jugement. Et pour ça, il ne faut pas que les autres réagissent à la réaction. Ça s'apprend. Parce que généralement, quand il y a quelqu'un qui vient de faire une réaction, on a envie de rebondir sur ce que la personne vient de dire. Non, mais l'exercice dit justement qu'il ne faut pas faire ça. On laisse chacun réagir et chacun est libre et ne sera pas jugé. Il n'y aura pas de retour sur la réaction de la personne. Si ce n'est que à la fin du tour de réaction, le donc membre proposeur va pouvoir argumenter par rapport aux réactions qu'il a entendues, amender sa proposition pour prendre en compte les réactions de lui-même, parce qu'il reste maître de sa proposition à cette étape, ou la retirer. Si toutes les réactions consistaient à dire c'est de la merde, peut-être que ce serait intelligent à ce moment-là de retirer la proposition ou de proposer à quelqu'un d'autre de refaire une proposition qui répondrait aux arguments. Donc, c'est un moment important où on redonne la balle au proposeur. Et donc, on peut à ce moment-là amender, retirer ou juste argumenter. Argumenter, c'est entendu ici comme moi, je suis sûr de mon coup. Je sais que ma proposition, elle est bonne et je suis prêt à aller aux objections quand même. On peut tout à fait partir de ce principe-là. Puis, quand on en arrive, s'il n'y a pas d'amendement, ou s'il y a un amendement et que ça ne change pas trop la proposition, parce que si l'amendement dénature complètement la proposition, à ce moment-là, il faut considérer que c'est une nouvelle proposition et refaire depuis le départ clarification, réaction, comme s'il n'y avait pas eu de proposition précédemment presque. Et donc, sinon, on passe aux objections, et là, on prend une objection. Et c'est là le petit truc qu'il faut voir en tant que phénomène itératif dans la recherche du consentement. C'est-à-dire qu'il y a un participant qui fait une objection, on prend son objection, on essaye de la transformer en condition d'accord, et soit le membre proposeur, soit le membre qui a l'objection, soit si aucun des deux ne trouve un moyen de résoudre cette condition d'accord,
demander au groupe complet de travailler sur une résolution à cette objection. Et donc, là, on se retrouve avec un amendement. Et s'il y a amendement, eh ben, un amendement est une nouvelle proposition. Parce qu'on a répondu à une objection, et donc du coup, ça a dénaturé la proposition initiale, et juste on refait la boucle. Proposition, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un tour de réaction, y a-t-il encore une objection? S'il y a une objection, c'est reparti pour un tour, on va chercher à amender, et s'il y a amendement, on repart à la proposition. Par contre, si on arrive à la fin de la boucle à un moment où il n'y a plus d'objection, eh ben, le secrétaire note la décision parce que ça y est, la délibération a eu lieu. Et donc, il n'y a pas eu de vote, il y a juste eu les gens qui n'étaient pas d'accord qui ont aidé le membre proposeur à améliorer, ou en tout cas rendre la proposition plus satisfaisante. Et une fois qu'on a noté la décision, il y a ce qu'on appelle le tour de célébration. Donc, c'est pour dire youpi, on a pris une super décision, voilà, mais pas que. C'est aussi pour faire un retour critique sur le déroulement de la prise de décision afin d'améliorer les prises de décision suivantes. C'est un moment qui est assez important et qu'on a tendance à sauter, alors qu'en fait, il est quand même vachement important dans le processus parce que ça permet que le processus soit de mieux en mieux effectué au cours du temps et voilà, de bien l'exécuter s'il a été mal exécuté, voire de le modifier pour en modifier le fonctionnement. Par exemple, on peut ajouter des étapes au milieu si on veut. On peut décider que le facilitateur peut sauter l'étape de réaction, par exemple, si la proposition est très similaire à ce qu'on a fait avant. Donc, on s'assure juste que c'est clair et puis on passe direct aux objections. Enfin bon, voilà, il y a plein d'adaptations qui sont possibles. Et donc, en bas, j'ai mis une adaptation, justement, qui nous vient de l'holacratie. Dans l'holacratie, ils se sont dit, ouais, mais il y a des situations de blocage parce qu'il y a certaines personnes qui font des objections qui, aux yeux du groupe, n'en sont pas vraiment. Et donc, il faut savoir invalider une objection dans certains cas. Et ils ont pris 4 critères. J'ai mis les 4, même s'il y en a un qui ne me plaît pas. Donc, pour ignorer une objection argumentée, il faut que moins de 20% des participants la soutiennent et qu'elle remplisse l'un des critères suivants. Donc, moins de 20% qui la soutiennent, ça veut dire que vraiment, on est sur une majorité qualifiée à 80%. Là. Ça veut dire vraiment que normalement, on pourrait même la sauter telle qu'elle à partir du moment où on estime que on ne va pas prendre des décisions qui déçoivent 80% des gens. Donc, ça pourrait potentiellement, il pourrait y avoir un raccourci. Mais donc, l'idée, c'est que, voilà, soutenu par moins de 20% des gens, l'objection, et qu'elle remplisse l'un des critères. Donc, déjà présent avant la proposition, le problème n'est en fait ni créé ni accru. C'est-à-dire que si le problème existait déjà avant la proposition et qu'on vient mettre sur le dos de la proposition un problème qui existait déjà, voilà, là c'est un critère c'est pas suffisamment sérieux, on peut se permettre de ne pas la prendre en compte. Le deuxième, c'est celle que j'aime pas, le critère basé sur des événements ou des prédictions futures. Alors ça, on le comprend, l'holacratie est pas mal utilisée dans la gestion d'entreprise. Le fait de jouer à Madame Irma sur les conséquences de quelque chose, on comprend que ça peut être un peu problématique. Mais dans le cadre d'un atelier constituant, notre objet est de créer des choses qui n'ont pas encore été créées et donc de faire de la prédiction, par définition pour moi. Donc, s'empêcher de jouer à Madame Irma alors qu'on est sur un exercice intellectuel de projection, pour moi, ce serait une connerie. Donc celui-là, je ne l'ai jamais appliqué nulle part. Le troisième critère ne représente pas un recul, mais un manque à gagner. Donc ça, c'est assez important parce que je pense que c'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est-à-dire que quelqu'un, j'en parlais tout à l'heure de préférence, une préférence n'est pas une objection en soi. C'est pas parce que tu aurais préféré faire autre chose ce jour-là que tu es contre le fait que les autres fassent cette chose ce jour-là. Toi, tu aurais préféré faire autre chose. Donc voilà, à pas considérer comme des objections, surtout si la grande majorité des gens pensent que ça n'en est pas une. Et pour finir, va à l'encontre d'une règle déjà établie qui n'est pas en lien avec la décision prise à ce moment.
Donc là, par exemple, si on s'est fixé une règle, admettons, on est sur un exercice constituant, et en fait, on a mis des choses dans la Constitution, dans le pouvoir, je ne sais pas moi, dans les droits fondamentaux, et puis là, on est en train de traiter du pouvoir judiciaire, et on met un truc dans le pouvoir judiciaire qui remet en cause le droit fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en cause ce droit fondamental, ça veut dire que là, on est en train de parler du pouvoir judiciaire, et que pour remettre en cause ce pouvoir, ce droit fondamental, il faudra le faire au moment où on sera en train de bosser sur les droits fondamentaux, et pas mélanger les torchons et les serviettes. Voilà la petite schématisation de la procédure qu'on propose d'utiliser un petit peu partout, qui nous vient donc de la sociocratie. Et si vous ne connaissez pas la sociocratie, je vous invite vraiment à vous y intéresser, parce que donc ça ne se limite pas à la recherche du consentement. Il y a 4 piliers qui permettent le fonctionnement, on va dire, à peu près horizontal, à grande échelle potentiellement. Et il y a pas mal de structures qui fonctionnent avec ça. Ça fonctionne vachement bien. Et c'est pareil, on peut se l'appliquer de manière un peu rigide. Moi, je conseille toujours, quand on applique la sociocratie et même la recherche du consentement, d'être un peu rigide sur le fonctionnement au début, histoire que les gens prennent le pli, prennent des habitudes, et puis après, on peut se détendre un peu et sortir un petit peu de la rigueur, quoi. Mais voilà, moi, je conseille vraiment de s'intéresser à ça. C'est pas obligé de tout prendre. Il y a des systèmes comme l'élection sans candidat, qui nous vient de la sociocratie aussi. Il y a le double lien, qui est un moyen de faire en sorte que lorsqu'il y a une hiérarchie structurelle entre deux groupes, bah, chaque groupe nomme un porte-parole qui va dire ce qui se passe dans l'autre groupe, de sorte à ce qu'il n'y ait pas une seule personne qui se retrouve au milieu, qui soit en capacité de faire de la rétention d'informations. Enfin bon, voilà, la sociocratie à regarder de près, parce que c'est super intéressant et super fonctionnel. Est-ce que Voilà, tu voilà. as, parmi les bouquins, parce qu'il y a beaucoup de bouquins sur la question, il y en a un que tu aimes, tu sais que tu fais pas beaucoup Moi, je référence lis pas de bouquins, moi. mais comment on fait pour bosser la question Il y a plein de formations. Après, moi, ce que je conseille, donc, il y a le site qu'on a mis nous. Donc, évidemment, il y a les formations qu'on peut trouver depuis le site du MCP sur la page atelier. En bas, il y a des liens pour creuser, en savoir plus. Il y a le site Color, donc collectif horizontal. Alors, ça doit être .wordpress.com, du coup, maintenant, parce qu'on n'a plus le nom de domaine. Où il y a un certain nombre d'informations, et le site de l'UDN, c'est le plus connu, l'Université du Nou, qui regorge d'informations, et pas que sur la sociocratie, mais aussi sur d'autres méthodes d'intelligence collective. Et voilà, on invite tout le monde à s'intéresser à ça, parce que voilà, l'intelligence collective, c'est ce qui va nous sortir de la verticalité et de la dictature à terme. Donc, il faut vraiment que le peuple s'empare de ces méthodes, quoi.